Il y a quelque chose qui me dérange profondément dans la façon dont nous voyons le monde. C'est une idée qui nous fait souffrir, qui nous fait pleurer quand nous perdons quelqu'un, et qui nous terrifie quand nous pensons à notre propre fin. Nous sommes tellement persuadés que le passé est un cimetière. Nous pensons que chaque seconde qui s'écoule est détruite, comme si l'univers était une immense broyeuse à papier. Le moment présent entre, il était vécu, et paf, il ressort de l'autre côté sous forme de souvenirs, de poussière, de rien. Nous croyons que Jules César ne traverse plus le Rubicon, qu'il est fini. Nous croyons que votre petit déjeuner de ce matin a cessé d'exister. Mais si je vous disais que c'est faux, et je ne veux pas dire faux philosophiquement, je veux dire faux physiquement. Si vous regardez les équations de la physique, celles qui font marcher votre GPS et celles qui décrivent le mouvement des planètes, il y a un fait stupéfiant qui saute aux yeux. Il n'y a aucune différence fondamentale entre le passé, le présent et le futur. Aucune. Nulle part dans les lois de l'univers, il n'est écrit que le moment maintenant est spécial. Nulle part il n'est écrit que le passé disparaît. Imaginez une miche de pain, une longue miche de pain. Chaque tranche est un moment du temps. Vous êtes une petite fourmi qui marche le long de ce pain. Vous êtes sur une tranche, disons la tranche, mardi à 14 heures. Pour vous, c'est le présent, c'est la seule réalité. La tranche derrière vous, mardi à 13h59, vous ne la voyez plus. Mais est-ce qu'elle a disparu? Est-ce que le boulanger l'a mangée? Non, la tranche est toujours là, intacte, solide. Elle est juste derrière vous. Ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est l'idée la plus contre-intuitive que je connaisse. Le passé ne s'est pas évaporé. Il était là, quelque part dans la structure de l'espace-temps, aussi réel, aussi dur et aussi matériel que la chaise sur laquelle vous êtes assis. Votre naissance est toujours en train d'arriver. La chute de Rome est toujours là. Ça sonne comme de la science-fiction, ou pire, comme du mysticisme. Je sais, mon intuition crie la même chose que la vôtre, c'est n'importe quoi, le temps s'écoule, mais la science n'est pas là pour valider notre intuition. Elle est là pour nous dire comment la nature se comporte vraiment, même quand ça nous met mal à l'aise. Surtout quand ça nous met mal à l'aise. Alors, posez-vous cette question simple avant qu'on continue. Si le temps est une dimension, comme la hauteur ou la largeur, pourquoi pourrait-on se déplacer vers la gauche ou la droite, mais pas vers hier? Qu'est-ce qui nous en empêche vraiment? Est-ce que le passé n'existe plus ou est-ce que nous sommes simplement aveugles? Pour comprendre ça, il faut qu'on arrête de regarder nos montres et qu'on commence à regarder la lumière. Pour comprendre pourquoi le passé est toujours là, il faut d'abord regarder comment nous pensons que le temps fonctionne. Et nous avons tous, sans exception, une vision très simple, très mécanique et très fausse de la chose. Faisons une expérience, imaginez que je claque des doigts. Clac. À l'instant précis où j'ai fait ce bruit, vous l'avez entendu. Si quelqu'un était dans la pièce à côté, il dirait que ça s'est passé maintenant. Si nous avions un ami sur la Lune avec un télescope assez puissant pour voir mes doigts, nous aurions l'intuition que, même s'il le voit avec un léger retard, l'événement lui-même, le clac, a une existence unique, fixe, à un moment précis de l'histoire de l'univers. Nous imaginons le temps comme une immense horloge invisible accrochée au mur du cosmos. Quand l'aiguille de cette horloge bouge, elle bouge pour tout le monde, pour moi, pour vous, pour un habitant de la galaxie d'Andromède. Nous pensons que l'univers est comme une série de diapositives géantes. Clic, diapositive 1, tout le monde est là. Clic, diapositive 2, tout le monde avance d'une seconde. C'est ce qu'on appelle la simultanéité absolue. C'est l'idée qu'il existe un maintenant universel. Une tranche de réalité qui coupe tout l'univers d'un seul coup. Si je dis « Que se passe-t-il sur Mars en ce moment ?» vous pensez que cette question a une réponse unique. Vous pensez qu'il y a un Martien qui boit son café exactement au même moment où je claque des doigts. C'est une croyance très utile. Elle nous permet de nous donner rendez-vous au café à 16h ans. Elle permet au train de partir à l'heure, enfin, en théorie. Elle fonctionne très bien dans notre petite vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que nous sommes lents. Nous sommes incroyablement lents et nous vivons tous collés les uns aux autres sur un tout petit caillou. La lumière va si vite par rapport à nous que nous avons l'illusion que tout est instantané. Mais voici le problème. Cette horloge universelle n'existe pas. Ce n'est pas qu'elle est cachée ou qu'elle est difficile à lire. C'est qu'elle n'est pas là. Il n'y a pas de maintenant commun à tout l'univers. Dès que vous commencez à bouger, ou dès que vous regardez les choses à grande échelle, cette belle image du temps qui passe pour tout le monde en même temps se brise en 1000 morceaux. Et c'est précisément parce que cette image se brise que le passé ne peut pas disparaître. Je vais vous demander de faire un effort d'imagination un peu bizarre. Oubliez votre montre. Oubliez l'heure qu'il est. Imaginez que le temps n'est pas une horloge qui fait tic-tac, mais quelque chose de beaucoup plus souple. Quelque chose d'élastique. Si le maintenant n'est pas le même pour tout le monde, alors mon passé peut être le présent de quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous montrer comment on brise la réalité. Alors, comment brise-t-on le temps? C'est effroyablement simple. Il suffit de bouger.
Revenons à notre miche de pain cosmique. Imaginez que l'univers entier, tout l'espace et tout le temps est ce bloc de pain géant. Pour savoir ce qui se passe au maintenant, vous devez couper une tranche. Vous prenez votre couteau, vous coupez droit devant vous, perpendiculairement. Tout ce qui est sur cette tranche, c'est votre présent, c'est votre maintenant. Jusqu'ici, tout va bien. Si vous et moi sommes assis sur un banc sans bouger, nous tenons le couteau de la même façon. Nous coupons la même tranche, nous sommes d'accord sur le présent. Mais voici ce qu'Einstein a découvert, et c'est la chose qui change tout. Votre mouvement change l'angle du couteau. C'est de la géométrie pure. Si vous commencez à vous déplacer par rapport à moi, votre définition de ce qui est à simultané bascule. Votre couteau s'incline. Si vous avancez vers quelque chose, votre tranche de maintenant penche vers le futur de cet objet. Si vous vous éloignez, elle penche vers son passé. Vous allez me dire « Attendez, quand je marche dans la rue, je ne vois pas les gens vieillir ou rajeunir. » C'est vrai. Parce que vous marchez lentement et que les gens sont proches. L'angle est minuscule, imperceptible. Mais faisons l'expérience à une échelle cosmique. C'est là que ça devient vertigineux. Prenons la galaxie d'Andromède. Elle est très loin, à 2,5 millions d'années-lumière. Imaginez deux personnes sur Terre, Alice et Bob. Alice est assise sur un banc. Pour elle, maintenant, sur Andromède, disons qu'un conseil galactique est en train de voter une décision importante. C'est son présent. Bob, lui, passe devant Alice en marchant. Juste en marchant, à 4 km/h. Il se dirige vers Andromède. Parce qu'il bouge, son couteau de maintenant est légèrement incliné. Mais sur une distance aussi énorme que 2,5 millions d'années-lumière, ce tout petit angle crée un décalage gigantesque à l'arrivée. Pour Bob, le maintenant sur Andromède n'est pas le vote du Conseil. Pour Bob, le vote a déjà eu lieu il y a plusieurs jours. La flotte spatiale est déjà partie. Arrêtez-vous une seconde sur ça. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un délai de transmission de signal. C'est la définition physique de la réalité pour Bob. Si Bob s'arrête et s'assoit, son couteau se redresse et il revient au même présent qu'Alice. Mais s'il fait demi-tour et marche dans l'autre sens, son maintenant bascule vers le passé d'Andromède. Pour lui, le Conseil n'a même pas encore commencé sa réunion. Voyez-vous le problème ? Nous avons Alice et Bob au même endroit sur Terre, au même moment, mais pour l'un, la décision sur Andromède est passée. Pour l'autre, elle est future. Et pour un troisième, elle est présente. Si le passé d'Andromède, avant le vote, peut être le présent de Bob, et si le futur d'Andromède, après le vote, peut être le présent de quelqu'un d'autre, comment ces événements peuvent-ils être futurs ou passés de manière absolue? Ils ne le peuvent pas. Pour que Bob puisse couper une tranche où la flotte est déjà partie, il faut que cette flotte existe déjà quelque part dans le bloc. Pour qu'Alice coupe une tranche où la flotte n'est pas partie, il faut que cet événement existe encore. Le futur et le passé doivent coexister pour que différents observateurs puissent les voir comme leur présent respectif. C'est ça, l'idée radicale. Si Alice a raison et si Bob a raison et la relativité nous dit qu'ils ont tous les deux raison, alors nous sommes coincés. Il n'y a qu'une seule façon logique de résoudre ce puzzle. C'est d'accepter que tous ces moments, le vote du Conseil, le départ de la flotte, l'arrivée de la flotte, existent déjà ensemble dans l'univers. Ils attendent juste d'être regardés. C'est ce que les physiciens appellent l'univers bloc. C'est une idée qui donne le vertige. Alors accrochez-vous. L'idée est que l'univers n'est pas quelque chose qui se passe. L'univers est quelque chose qui est. Imaginez un film. Pas le film projeté sur l'écran, mais la bobine physique, la pellicule. Si vous déroulez la pellicule sur le sol, vous voyez tout le film d'un coup. Vous voyez le début, le milieu et la fin, étalés devant vous en même temps. La scène où le héros naît est là, physiquement. La scène où il tombe amoureux est 10 mètres plus loin. La scène où il meurt est à la toute fin. Sur la pellicule, rien ne bouge, rien ne change. Le temps ne coule pas. La scène du baiser n'a pas disparu quand vous regardez la scène de la fin. Elle est juste située à un autre endroit du ruban. Eh bien, selon la physique moderne, notre univers est exactement comme cette pellicule déroulée. Nous, pauvres humains, nous sommes comme un projecteur qui parcourt la pellicule image par image. Nous avons une petite lampe de poche, notre conscience, qui illumine une seule image à la fois et nous disons « Ah, ça, c'est le présent ». Puis nous passons à l'image suivante et nous disons « Maintenant, c'est ça le présent et l'image d'avant n'existe plus ». Mais c'est une illusion créée par notre lampe de poche. L'image d'avant est toujours là, dans l'ombre. L'image d'après est déjà là, dans l'attente. Cela signifie que le temps est une dimension spatiale comme les autres. Pensez à une carte de géographie. Paris est à une longitude, New York à une autre. Vous ne dites pas que New York n'existe pas tant que vous êtes à Paris. Vous dites juste que c'est là-bas, dans l'univers bloc. Hier est simplement là-bas, vers le sud temporel. Demain est là-bas, vers le nord temporel. Votre naissance n'est pas un événement qui s'est produit et qui s'est évanoui. C'est un point fixe, permanent, ancré dans la structure de l'espace-temps à jamais. Votre mort est déjà là aussi, une coordonnée précise qui attend votre arrivée.
C'est radical parce que ça tue le devenir. Rien ne devient rien. Tout est déjà écrit, ou plutôt, tout est déjà bâti. L'univers tout entier, du Big Bang à la mort thermique finale, est un seul objet immense, statique, un cristal de 4 dimensions, complexe et magnifique, qui ne change jamais. Et nous sommes juste des voyageurs qui rampent à l'intérieur de ce cristal, découvrant le paysage petit à petit, en croyant faussement que nous le créons en marchant. C'est ici que je dois vous arrêter, parce que je vous entends penser d'ici. Il y a une petite voix dans votre tête qui dit « D'accord, c'est une jolie image, le pain, la pellicule de film, le cristal, c'est une façon élégante de visualiser les choses. Mais ce n'est pas la vraie réalité. Vous pensez que c'est une astuce de mathématicien pour faciliter les calculs? Non. Je veux être brutalement clair, ce n'est pas une métaphore. Quand Einstein et son professeur, Hermann Minkowski, ont mis ça sur papier, ils n'écrivaient pas de la poésie. Ils décrivaient la structure mécanique de l'univers. Si vous acceptez que la relativité est vraie, et vous le faites chaque fois que vous utilisez le GPS de votre téléphone, car sans ces corrections relativistes, votre GPS se tromperait de 10 km par jour. Alors, vous devez accepter les conséquences. On ne peut pas choisir les morceaux de la physique qui nous plaisent et jeter ceux qui nous effraient. Les équations ne font pas la différence entre ce qui s'est passé et ce qui est là. Dans les mathématiques de l'univers, une coordonnée temporelle, t, est traitée presque exactement comme une coordonnée spatiale, x year did. Si le passé n'existait plus physiquement, les équations s'effondreraient, la causalité se briserait. La conservation de l'énergie deviendrait un cauchemar à expliquer. Le fait que nous ne puissions pas voir le passé est une limitation de notre biologie, pas une propriété de la physique. Imaginez que vous êtes né avec un collier autour du cou qui vous empêche de tourner la tête. Vous ne pouvez regarder que droit devant. Vous marchez. Les arbres que vous dépassez sortent de votre champ de vision. Est-ce que vous diriez « ces arbres n'existant plus, ce sont des métaphores » ? Non, vous savez qu'ils sont derrière vous. Vous ne pouvez juste plus interagir avec eux. L'univers bloc nous dit exactement la même chose, le passé est un lieu. Ce n'est pas un temps révolu, c'est un endroit dans l'espace-temps où nous ne sommes plus. Jules César est bien vivant à sa coordonnée temporelle, tout comme New York est bien active même quand vous êtes à Paris. Il est figé là-bas, en train de traverser le Rubicon éternellement. Rien ne l'efface. Si vous trouvez ça difficile à avaler, rassurez-vous. Einstein lui-même a eu du mal au début. Il appelait ça le temps suspect. Mais il a fini par admettre que c'était inévitable. Quelques semaines avant sa mort, en écrivant à la famille d'un ami décédé, Einstein a écrit cette phrase célèbre. Pour nous, physiciens croyants, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, bien que persistante. Il ne voulait pas dire que le temps ne compte pas. Il voulait dire que la mort n'est pas une fin absolue, parce que la vie qui a été vécue reste inscrite dans le bloc, indélébile, indestructible. C'est littéral, c'est réel. Et c'est là que notre cerveau commence à paniquer. Je sens un nœud dans votre estomac, je le sens parce que j'ai eu le même la première fois que j'ai vraiment compris ce diagramme. Si le futur est déjà là, écrit quelque part devant nous, alors quoi ? Nous sommes des marionnettes ? Nous sommes des robots qui récitent un texte que nous n'avons pas écrit ? Est-ce que mes choix sont une illusion ? C'est une pensée terrifiante, c'est la claustrophobie cosmique. On a l'impression d'être enfermé dans un bloc de glace. Mais je veux que vous changiez de perspective. Tournez le problème, regardez l'autre face de la pièce. Si cette théorie est vraie, elle nous enlève peut-être une certaine vision naïve de la liberté. Mais elle nous donne quelque chose d'infiniment plus précieux en échange. Elle nous donne l'immortalité. Rappelez-vous ce que nous avons dit au début. Notre plus grande peur, c'est que le temps soit un destructeur, que le temps soit un feu qui brûle tout ce qu'il touche. On pense que nos vies sont éphémères, que nos moments de joie sont fragiles et disparaissent aussitôt vécus. Mais dans l'univers bloc, le temps ne détruit rien, absolument rien. Pensez à un disque vinyle, vous savez les vieux 33 tours. Toute la musique est gravée sur le disque. La première note et la dernière note existent simultanément sur la surface noire. La chanson est déjà écrite. Est-ce que ça rend la musique triste ? Est-ce que ça rend la mélodie moins belle ? Non, nous sommes l'aiguille. Nous parcourons le sillon. Nous faisons l'expérience de la mélodie note après note. Le fait que la fin de la chanson soit déjà pressée sur le vinyle ne change rien à l'émotion que vous ressentez au milieu du refrain. Mais voici la beauté de la chose. Une fois que l'aiguille est passée, la musique n'est pas effacée du disque. Le sillon reste là. Ça veut dire que chaque moment de bonheur que vous avez vécu, chaque rire, chaque étreinte, chaque effort, rien de tout cela n'est de perdu. Ces moments sont gravés dans la structure éternelle de l'espace-temps. Ils sont devenus des monuments indestructibles. Si vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez, cette personne n'a pas été anéantie par le néant. Sa vie, son sourire, ses actions occupent une section précise du bloc universel. Cette section est réelle. Elle brille pour toujours dans la géométrie de l'univers.
Nous ne pouvons simplement plus tourner notre lampe de poche vers elle parce que notre moteur nous pousse vers l'avant. Mais ne pas voir ne veut pas dire ne plus exister. Donc, n'ayez pas peur d'être figé. Voyez plutôt cela comme une immense bibliothèque. Votre vie est un livre posé sur l'étagère. Ce n'est pas parce que le livre est déjà imprimé que l'histoire n'est pas passionnante à lire. Et surtout, une fois lue, l'histoire ne s'efface pas des pages. Elle reste. C'est une vision du monde où la mort perd son aiguillon. La mort n'est plus une fin, c'est juste une limite, une frontière sur la carte. Au sud de cette frontière, vous êtes là, vivant, éternellement. C'est réconfortant, non ? Mais ce n'est pas juste réconfortant, c'est utile, très utile. Vous pourriez me dire, c'est très joli tout ça, cette histoire d'immortalité et de bibliothèque éternelle, mais est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que ça aide à construire des ponts ou à soigner des maladies ? En science, une idée n'est pas bonne parce qu'elle est réconfortante. Elle est bonne si elle marche. Et l'univers bloc, cette idée que le temps est une dimension spatiale comme les autres, est l'outil le plus puissant dont nous disposons. Pourquoi ? Parce qu'elle transforme la magie en géométrie. Avant de voir le temps comme un bloc, les physiciens essayaient de prédire le futur comme des devins. On essayait de deviner comment les choses changent. C'est très difficile, le changement. C'est chaotique. Mais dès que vous adoptez la vision du bloc, vous arrêtez de calculer le changement. Vous calculez des formes. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Un exemple qui a littéralement changé notre compréhension de la matière. C'est un petit truc que j'ai moi-même beaucoup utilisé dans mes travaux. Imaginez un fil de laine pris dans un bloc de gelée transparente. Le bloc, c'est l'espace-temps. Le fil, c'est la vie d'une particule, disons un électron. Si le fil va tout droit du bas vers le haut, cela représente un électron qui avance dans le temps. Normal. Maintenant, imaginez que ce fil fasse une boucle. Il monte, il tourne, il redescend un peu vers le passé, puis il remonte vers le futur. C'est juste un fil tordu dans de la gelée. C'est une forme statique, simple. Mais pour nous, qui découpons la gelée tranche par tranche, moment par moment, qu'est-ce qu'on voit ? Quand notre tranche arrive à l'endroit de la boucle, on voit soudainement 3 points apparaître au lieu d'un. On voit l'électron original, mais on voit aussi une nouvelle paire étrange, une particule qui semble normale et une autre qui semble inversée. Une particule qui a les mêmes propriétés, mais une charge opposée. Nous avons appelé ça de l'antimatière. Pendant des années, l'antimatière était un mystère total. Pourquoi existe-t-elle ? D'où vient-elle ? Mais si vous regardez le bloc, la réponse est d'une simplicité enfantine. L'antimatière, c'est juste de la matière normale qui voyage vers le passé. Ce positron que vous voyez dans un accélérateur de particules, ce n'est peut-être qu'un électron qui a fait demi-tour dans le temps. C'est la même particule. Cette vision géométrique nous a permis de simplifier des équations horribles. Au lieu de calculer la création et la destruction de particules, ce qui est un casse-tête, on calcule simplement la trajectoire d'une ligne continue qui zigzague dans le bloc. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout change juste de direction dans le temps. C'est ça, l'utilité brute de cette idée. Elle nous permet de voir que des phénomènes qui semblent complètement différents, comme la matière et l'antimatière, sont en fait les deux faces de la même pièce, connectées par un fil invisible dans une dimension que nous ne voyons pas. Sans l'univers bloc, sans accepter que le passé et le futur sont des directions géométriques réelles, nous serions encore en train de tâtonner avec des équations qui ne collent pas. Cette carte statique de l'éternité nous permet, ironiquement, de comprendre le mouvement de l'univers. Mais il y a un « mais », et il est de taille. Si tout était déjà écrit, si tout est un bloc de gelée figé, comment expliquez-vous cette sensation bizarre que vous avez en ce moment même ? Cette sensation que vous décidez de m'écouter ? Comment le hasard peut-il exister dans un bloc de glace ? Le problème, c'est que si l'univers est un bloc gelé, pourquoi avons-nous l'impression qu'il y a une flèche ? Pourquoi ai-je l'impression d'avancer vers demain et pas vers hier ? Si c'est juste une carte, pourquoi ne peut-on pas la lire dans les deux sens ? C'est là que la physique heurte notre expérience quotidienne de plein fouet. Regardez les lois fondamentales. Celles de Newton, celles d'Einstein, celles de Schrödinger, elles sont toutes réversibles dans le temps. Si vous prenez une vidéo de 2 atomes qui se cognent et que vous la passez à l'envers, c'est parfaitement réaliste. La physique ne s'en soucie pas. Mais si vous prenez une vidéo d'une tasse qui tombe et se brise et que vous la passez à l'envers, la tasse se recompose et saute sur la table. Là, vous savez immédiatement que c'est faux. Pourquoi ? Si les atomes qui composant la tasse obéissent à des lois réversibles, pourquoi la tasse, l'objet entier, obéit-elle à une loi irréversible ? La réponse tient en un mot, l'entropie. C'est la seule loi physique qui distingue le passé du futur. C'est la seule flèche plantée dans le bloc. L'univers bloc n'est pas uniforme. Il a une texture, il a un grain, comme le bois. D'un côté du bloc, ce qu'on appelle le Big Bang, le grain est très serré, très ordonné. De l'autre côté, la fin des temps, le grain est ébouriffé, chaotique. Ce que nous appelons le temps qui passe, ce n'est pas le mouvement du temps lui-même,
C'est nous qui grimpons l'échelle du désordre. Et voici où ça devient fascinant pour notre question de la mémoire. Pourquoi vous souvenez-vous du passé et pas du futur? Si le futur est déjà là, pourquoi votre cerveau ne peut-il pas y accéder? Ce n'est pas de la magie, c'est de la thermodynamique. Pour créer un souvenir, pour graver une information dans votre cerveau, il faut créer de l'ordre à l'intérieur de votre tête, arranger des neurones. Et la loi de l'entropie dit que pour créer de l'ordre ici, il faut créer plus de désordre ailleurs, la chaleur que votre corps dégage. Ce processus ne fonctionne que dans un sens, du bas, désordre, vers le haut désordre. Votre cerveau fonctionne comme un ordinateur qui a besoin du flux d'entropie pour écrire des données. Vous ne pouvez pas avoir de souvenir du futur pour la même raison que vous ne pouvez pas démélanger du café au lait. Le courant de la probabilité statistique est trop fort. Donc, le passé est connu, non pas parce qu'il est le seul à exister, mais parce qu'il se trouve en bas de la pente d'entropie. Le futur est inconnu parce qu'il est en haut. Nous sommes des créatures qui ne peuvent regarder que vers le bas de la colline. Le brouillard qui cache le futur n'est pas une absence de réalité. C'est juste un problème de perspective lié à la façon dont nos cerveaux consomment de l'énergie. Le paysage est là, devant nous, aussi solide que la montagne derrière, mais nous sommes biologiquement incapables de voir le sommet avant de l'avoir atteint. C'est une distinction cruciale. Elle signifie que notre ignorance du futur n'est pas une preuve de son inexistence. Elle est juste la preuve de notre fonctionnement interne. Mais alors, si le futur est là, solide, ordonné par les lois physiques, et que nous sommes juste des lecteurs aveugles, est-ce que ça veut dire que tout est vraiment figé? Est-ce que la mécanique quantique, avec son hasard et ses probabilités, ne vient pas mettre un grand coup de pied dans cette belle structure de cristal? C'est la dernière pièce du puzzle, et elle est glissante. Nous voici arrivés au bord de la falaise. C'est là que la physique devient vraiment étrange, plus étrange que la relativité. Nous avons ce conflit titanesque. D'un côté, Einstein et son univers bloc nous disent « Tout est écrit, le futur est là, le passé est là ». C'est un cristal magnifique et immuable. De l'autre, la mécanique quantique, le monde de l'infiniment petit, nous hurle « Non, rien n'est décidé, l'électron n'est pas ici ou là, il est ici, là, en même temps ». C'est un nuage de probabilité. Comment réconcilier un bloc de glace solide avec un nuage de fumée imprévisible? Si le futur est incertain, comment peut-il déjà exister? C'est ici que l'idée de la persistance du passé prend une dimension presque spirituelle bien qu'entièrement physique. Imaginez que notre bloc ne soit pas une simple brique rectangulaire. Imaginez que ce soit un arbre, ou mieux, un corail gigantesque. La mécanique quantique suggère, et c'est une interprétation prise très au sérieux par de nombreux physiciens aujourd'hui, que lorsque quelque chose peut se produire de deux façons différentes, cela se produit effectivement des deux façons. L'univers ne choisit pas. L'univers se divise, ou plutôt, il s'épaissit. Si c'est vrai, alors le futur n'est pas une ligne unique qui attend devant nous. C'est un éventail infini de branches. Toutes les variantes possibles de votre vie future existent, chacune dans sa propre branche de la réalité, gelée dans l'éternité du grand bloc quantique. Mais regardez derrière vous. Regardez le passé. Le passé, c'est le tronc. Le passé est la seule chose qui soit unique pour vous. C'est le chemin spécifique, la série de bifurcations précises que votre conscience a emprunté pour arriver jusqu'à cette seconde précise. Parmi l'infinité de chemins possibles dans le labyrinthe de l'univers, vous en avez tracé un seul. Et ce tracé est indélébile. C'est ce qui rend le passé si précieux. Ce n'est pas seulement ce qui est arrivé, c'est une sélection. C'est une réduction de l'infini à l'unique. L'univers contient toutes les symphonies possibles. Mais le passé, c'est la mélodie spécifique que vous avez jouée. Cela élève notre concept de départ à un tout autre niveau. Le passé ne disparaît pas. Au contraire, le passé, c'est le processus par lequel le flou quantique devient de la réalité solide. Nous sommes des machines à fabriquer de la réalité. À chaque instant, par notre observation et notre interaction avec le monde, nous collapsons les possibles en une histoire. Nous transformons la fumée du futur en le bois solide du passé. Le passé est donc la seule chose que nous possédons vraiment. Le futur est à tout le monde, il est multiple, vague, partagé. Mais votre passé, c'est votre œuvre d'art. C'est la sculpture que vous avez taillée dans le bloc brut de l'existence. Et cette sculpture, une fois taillée, fait partie de la structure même du cosmos. Elle ne peut pas être défaite. Même si l'univers s'éteint, la géométrie de votre chemin restera inscrite dans la toile de fond. Vous avez modifié la topologie de la réalité juste en existant. Et cela nous amène à la question finale, la plus troublante de toutes. Si le passé est solide, si nous sommes juste en train de parcourir une structure qui existe déjà ou qui branche déjà, et si rien ne disparaît jamais, alors qu'est-ce que l'écoulement du temps? Si rien ne bouge dans le bloc, qu'est-ce qui bouge?
Est-ce le temps qui passe ou est-ce nous? Nous arrivons à la fin de notre promenade et je dois être honnête avec vous, nous avons atteint la frontière de ce que la science peut dire aujourd'hui. Au-delà, il y a le brouillard. Si l'univers est vraiment ce bloc statique, ce cristal à 4 dimensions, où le passé, le présent et le futur sont tous disposés comme des villes sur une carte, alors il reste une énigme que les équations ne résolvent pas. Pourquoi avons-nous l'impression que ça bouge? Si vous regardez une carte routière de la France, la route de Paris à Marseille ne bouge pas. Elle est là, imprimée sur le papier. Pourtant, quand vous conduisez, vous voyez le paysage défiler. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la voiture. La carte est fixe, c'est votre conscience qui avance le long de la ligne. En physique, on appelle ça le problème du projecteur. Imaginez que tout l'univers est une pièce plongée dans le noir absolu. Tout est de là, les dinosaures, votre naissance, votre mort, l'an 3000, tout existe, mais c'est invisible. Votre conscience est comme une petite bougie. Vous avancez lentement dans le noir, ce que la bougie éclaire, vous l'appelez le présent. Ce qu'elle a éclairé, vous l'appelez le passé. Ce qu'elle va éclairer, c'est le futur. Mais la pièce ne change pas, c'est juste la lumière qui se déplace. Et c'est là que ça devient vraiment inconfortable. Si c'est ma conscience qui bouge à travers le temps, qu'est-ce que la conscience? Est-elle faite de matière? Si elle est faite d'atomes, elle devrait être figée dans le bloc comme le reste. Elle ne devrait pas pouvoir bouger sur le bloc. Cela suggère quelque chose de vertigineux. Peut-être que la partie de vous qui ressent le temps, la partie de vous qui m'écoute en ce moment, n'est pas entièrement soumise aux mêmes lois que la matière inerte. Peut-être sommes-nous les voyageurs et le corps n'est que le véhicule que nous occupons à chaque coordonnée. Ou alors, et c'est une pensée encore plus étrange, peut-être que la lumière ne bouge pas. Peut-être que la bougie est allumée partout en même temps, mais que nous ne sommes connectés qu'à une tranche à la fois. Pensez à l'enfant que vous étiez il y a 10 ans. Selon l'univers bloc, cet enfant existe toujours physiquement, figé dans le passé. Mais est-ce que cet enfant est conscient? Est-ce qu'il est, en ce moment même, dans son maintenant à lui, en train de jouer, piégé dans une boucle éternelle de joie? Est-ce que nous quittons vraiment le passé ou est-ce que nous nous contentons d'ajouter de nouveaux moments à une collection infinie de présents simultanés? Je n'ai pas la réponse. Personne ne l'a. Mais la prochaine fois que vous penserez avoir perdu quelque chose, que vous penserez que les beaux jours sont derrière vous, rappelez-vous du bloc. Rien ne disparaît. L'univers ne gomme pas ses ratures, il ne jette pas ses brouillons. Tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez aimé est toujours là, intact, vibrant, réel. Juste au coin de la rue, dans une dimension que vous ne pouvez plus regarder, mais qui ne cessera jamais d'exister. Le passé n'est pas un souvenir, c'est un monument. Alors, la vraie question n'est pas de savoir si le passé existe encore. La physique semble dire que oui. La vraie question, celle qui va vous empêcher de dormir ce soir, c'est si le passé est toujours là. Pourquoi êtes-vous persuadé d'être ici et pas là-bas?